Bon, bonjour à toutes et à tous. Alors, on a une petite annonce à faire avant de commencer. Et ça, c'est Marie-Pierre qui va la faire. Petite annonce à faire dans la salle. Où sont les hommes? Ah, oui, super, bravo. Merci d'être là. C'est un combat commun que nous devons mener. Donc, bonjour à toutes, je m'appelle Carole Sagnover. Donc j'ai plusieurs casquettes. Dans la vraie vie, je travaille chez Valrhona où je gère la RSE et l'innovation, donc dans le chocolat. Et j'ai également lancé un podcast qui s'appelle Femmes d'impact, où j'interviewe des femmes qui inventent le monde de demain. Et donc je suis vraiment très très ravie d'animer cette table ronde aujourd'hui. On a un panel d'intervenantes absolument incroyable. J'ai le grand plaisir d'accueillir Frédéric Giavarini, qui est DG de Nature et Découverte et secrétaire général du groupe Fnac Darty. Nous avons également Lubna Ksibi, cofondatrice de la merveilleuse entreprise Meet My Mama. Elle pourra nous en parler. Si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à découvrir. Nous avons également Marie-Pierre Rixin, donc, qui est députée de la 4e circonscription de l'Essonne. Et également, et là j'ai besoin de mes notes, Marie-Pierre, qui est présidente de la délégation de l'Assemblée nationale. Ah non, plus. Alors ça c'était avant. Donc elle était présidente de l'Assemblée nationale. Mais Marie-Pierre nous parlera de son rôle de députée et à l'Assemblée nationale. Et nous avons également Marion Dariotor, qui a créé le groupe Arcane, The Arcane Group, et qui a également la casquette de présidente du think tank Entreprise et Progrès, dont Marion va nous parler. Donc, qu'est-ce qui va se passer pendant cette heure? J'espère que vous êtes en forme, tous et toutes. Il va y avoir 3 parties dans cette table ronde. On va commencer par le parcours de ces 4 intervenantes, parce que vous verrez, elles ont des histoires passionnantes, et elles vont nous parler de comment elles ont osé dans leur carrière. Elles vont, dans la deuxième partie, vous donner des conseils à échelle individuelle. Que peuvent faire les femmes pour aller plus loin? Également, on parlera à l'échelle collective, à l'échelle de l'organisation, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin? Alors, avant de commencer, en préparant cette table ronde, j'ai regardé quelques chiffres pour se dire, quand on parle des femmes, donc femmes leaders ou entrepreneurs, de quoi on parle? Ça fait à peu près 10 ans, un peu plus de 10 ans, que la loi Copé-Zimmermann est passée. Donc c'était en 2011, cette loi qui stipulait que les conseils d'administration devaient avoir 40% de femmes. Donc à l'époque, grosse révolution. Et qu'est-ce qui s'est passé pour les femmes depuis dans le monde du travail? Alors, mesdames, à poste égal, les femmes gagnent 10,5% de moins que les hommes. Donc vous gagnez 10,5% de moins que nos amis les hommes. Vous avez 30% de chances en moins que les hommes d'être financés par les principaux fonds de capital risque. Donc ça, c'est une étude du BCG et de Sista. Donc, regardons un petit peu au sein du CAC 40, il n'y a aucune femme aujourd'hui qui préside une entreprise du CAC 40. Nous avons 3 femmes DG, mais aucune femme ne préside une société du CAC 40. Et finalement, entre vous, mesdames et les hommes, l'écart de capital, du capital détenu entre les hommes et les femmes, s'est considérablement accru. C'est-à-dire qu'en 1998, les hommes possédaient 9% de capital de plus que les femmes, et en 2015, c'est 16%. Donc finalement, il y a encore un petit peu de travail, et donc on va voir ensemble comment on peut, à échelle individuelle et collective, faire bouger les choses. Alors on va commencer par Frédéric. Donc Frédéric, tu es DG du groupe Nature et Découverte. Exactement. Également secrétaire général du groupe Fnac Darty. Alors on va faire un peu un résumé rapide de ta carrière qui est très dense. Tu fais des études à Sciences Po avec une volonté plutôt de travailler dans le secteur public. Tu commences par faire du conseil pour les collectivités territoriales d'abord et ensuite dans le secteur privé. Et tu rentres à la Fnac, où, après différents postes, donc tu commences à la stratégie, ensuite tu passes directrice marketing, tu deviens, à 39 ans, directrice de la stratégie et membre du COMEX. Et j'aimerais que tu puisses nous dire qu'est-ce que ça change pour toi, ce poste, être membre du COMEX, et qu'est-ce que c'était ta carrière avant? Alors, tout ça est très intime. Hein. J'espère que vous êtes un peu intéressé par ma vie, sinon vous allez vous ennuyer. Mais pour être honnête, c'est vrai que le fait de devenir membre du COMEX, ça a changé énormément de choses pour moi.
Jusque-là, d'abord, j'avais un peu de mal à savoir ce que je voulais faire. J'avais trouvé une entreprise qui me plaisait. Pour autant, je ne savais pas ce que je ferais quand je serais grande. Alors, en rentrant au COMEX, je ne le savais pas plus. Mais j'ai enfin eu le sentiment que je pouvais avoir de l'impact. Et j'ai cessé de considérer mon travail comme étant avant tout alimentaire, ce qui... c'est regrettable, mais était le cas avant de rentrer dans cette instance. Alors, non pas en raison de l'instance, mais probablement en raison des sujets auxquels j'avais accès, de l'influence que je pouvais avoir sur les sujets, de l'influence que je pouvais avoir sur les décisions de l'entreprise, sur les directions qu'elle prenait. Et là, ça a commencé à m'intéresser vraiment. Et donc, je pense, j'ai été forcément, hein, c'est directement lié, j'étais plus intéressée, donc j'étais plus stimulée, donc je donnais plus de moi, du meilleur de moi-même, je travaillais probablement plus. Et donc là, je suis rentrée dans un cercle, je ne vais pas dire vertueux, parce que tout n'est pas linéaire, mais oui, ça a été un moment clé où je me suis enfin, j'ai enfin été heureuse d'aller travailler. Avant, c'est pas que j'étais malheureuse, mais c'était juste, je travaillais, quoi. Et d'un coup, ça a pris plus de sens pour moi. Et donc ensuite, Frédéric a envie de progresser dans sa carrière, va voir son chef et lui dit, moi finalement, tu sais ce qui m'intéresse, j'aimerais un travail plus opérationnel. Ce qui m'intéresse, c'est les RH. Et donc Frédéric, tu es nommé DRH du groupe Fnac. Oui. Et ensuite du groupe Fnac Darty. Est-ce que tu peux nous raconter comment on passe directrice de la stratégie à DRH ? Alors, ça s'est passé à peu près comme ça, pas exactement. En réalité, on faisait le point, ça faisait 3 ans que j'étais directrice de la stratégie, j'étais pas toute jeune. C'est un poste absolument formidable, c'est un poste d'enfant gâté, on vous apporte tout le temps des sujets hyper stimulants, hyper intéressants. Enfin, c'est pas très opérationnel, vous êtes responsable à la fin de pas grand-chose. Et c'est vrai que j'avais cette appétence-là. Et puis, je discutais avec mon chef, qui était Alexandre Bompard, et je lui dis, c'est vrai, il y a un sujet qui m'intéresserait, c'est les RH. Et ça m'intéressait parce que le social est une dimension de l'entreprise qui m'intéresse particulièrement. Et qu'avoir de l'impact sur le social, ça m'intéressait particulièrement. Et que je pense que c'est le rôle des DRH. Et puis aussi parce que le fait politique et les relations avec les partenaires sociaux m'intéressent. Et je ne les néglige pas et je pense qu'on ne les traite pas comme ils devraient être traités. Et donc voilà, je lui dis ça et il me regarde, il me dit mais comment n'y ai-je pas pensé moi-même? Et donc bon, je vous passe le temps que ça a pris puisqu'il fallait me remplacer, peu importe. J'ai suivi le process de recrutement, hein, j'ai rencontré le conseil d'administration, ça n'a pas été un passe droit. Et donc j'ai été effectivement nommée DRH du groupe Fnac et assez bizarrement, très vite, je me suis sentie très légitime. Avant, faisais partie de ces gens à la strate qui avaient de ces femmes souvent, qui avaient le syndrome de l'imposteur. Et à la DRH, j'avais jamais été DRH de ma vie, et pourtant, je me suis sentie très à l'aise. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord parce que je pense qu'ils n'avaient pas besoin d'une énième experte. J'avais des expertises dans l'équipe, des expertises super pointues. Et je pense qu'ils avaient besoin de sens. J'avais besoin qu'on leur dise où est-ce qu'on voulait aller, qu'on batte la mesure, qu'on donne le tempo, qu'on remonte les sujets auprès de la direction générale. Et c'est quelque chose que j'avais suffisamment de connaissance de l'entreprise et d'écoute de mon patron et de confiance de mon patron pour pouvoir le faire. J'avais, dans ma carrière, en étant consultante puis directrice de la stratégie, forcément appris à faire de la méthodologie, à raconter des histoires, à faire des slides. Et donc, ce qui n'est pas tout à fait le cas des équipes quand je les ai trouvées. Et c'est quelque chose qu'on a fait je crois qu'elles ont très vite compris, ça avait beaucoup de femmes, hein, elles ont très vite compris que je n'étais pas là pour leur piquer leur job et que j'avais absolument besoin d'elles. D'ailleurs, je crois que je leur ai dit dès la première réunion que j'étais assez émue. Et voilà, la mayonnaise a pris très vite. Et puis après, c'est une matière pour les raisons que j'ai évoquées avant, qui m'intéressait beaucoup. Et ensuite, parce que le parcours ne s'arrête pas là, tu es nommé DG de Nature et Découverte. Alors, comment on passe DRH à DG ? C'est un peu un concours de circonstances. Entre les deux, j'ai été secrétaire. Donc, effectivement, j'étais DRH de Fnac, puis on a racheté Darty, DRH de Fnac Darty. Et puis, à la faveur d'une nécessaire évolution de la gouvernance, j'ai pris les fonctions du secrétariat général, y compris la DRH. Et puis, le groupe a racheté Nature et Découverte, qui était dirigé par Antoine Lemarchand, que Marion connaît très bien. Antoine est resté quelque temps. Moi, j'ai un peu fait l'intermédiaire entre Nature et le groupe. En gros, j'étais son point de contact pour les sujets d'intégration. Et donc, un jour, Antoine m'a appelé pour me dire qu'il voulait arrêter. Et
Ça s'est fait assez naturellement, pour être honnête. Moi, mon prochain job, c'était vrai que la question se posait que je prenne un job de DG. Il y a peu d'opportunités dans le groupe parce qu'il y a peu de BU qui sont gérés comme tels. Il y a des grosses organisations, mais qui sont plutôt métiers que business unit. Et donc là, il y avait une opportunité. Et c'est vrai que j'ai des valeurs. En termes d'ADN, c'était une entreprise qui me correspondait assez bien. Et ça a paru évident à mon chef. Donc j'ai dit, allez, pourquoi pas, je tente ma chance. Et j'ai une question sur l'ambition, parce que moi, j'ai beaucoup aimé quand j'ai échangé avec Frédéric. Justement, toi, quand tu étais plus jeune, est-ce que tu voulais être DG? C'était quoi ton ambition? Non, alors pas du tout. Je vais vous rassurer, je ne suis pas du tout. Et puis j'ai mis très très longtemps, je vous l'ai dit tout à l'heure, à me sentir à peu près bien dans mon job. J'ai toujours un peu saisi les opportunités quand elles se présentaient. J'ai jamais construit mon parcours. J'ai essayé de rester moi-même, j'y reviendrai. Et donc voilà, donc non, je voulais pas être DG. En revanche, je suis quelqu'un de curieux, je prends probablement un peu de place, je suis peut-être un peu assertive, j'ai des convictions, j'aime embarquer les gens dans ces convictions-là et leur donner du sens. Et ça, c'est probablement des choses qu'on attend de quelqu'un qui doit diriger. En tout cas, ce que je trouve très rassurant, c'est quand Frédéric nous dit, moi, il y a 2 ans, tu m'aurais demandé ce que je voulais faire quand je serais grande, je ne savais pas. Donc détendons-nous, on a un futur. Très bien, on va passer du monde de l'entreprise au monde politique. Marie-Pierre, donc Marie-Pierre Rixain, tu es députée de l'Essonne. Tu n'es plus présidente de... En tout cas, tu es très connue. Tu es connue comme l'auteur de la loi Rixain du 24 décembre 2021 qui vise à accélérer la participation des femmes à la vie économique et professionnelle, qu'on connaît aussi sous la loi Comex, son petit nom peut-être. On reviendra à cette loi, est-ce qu'elle change dans le monde politique, dans le monde des entreprises. Mais avant, moi, j'aimerais savoir un peu qui tu es. Donc, de ton parcours, tu as fait des études à Sciences Po. Tu as fait un DESS en vie parlementaire et ensuite en communication des institutions publiques. Si j'ai bien suivi, ensuite tu as travaillé en conseil en communication publique. Et ensuite, à un moment, tu as eu envie de te lancer en politique. Et là, la question, c'est comment, pourquoi, comment ça s'est passé? Alors, j'ai pas spécialement eu envie de m'orienter en politique. En fait, ça s'est pas vraiment passé comme ça, parce que j'avais donc une expérience de la vie politique, puisque j'ai travaillé à l'Assemblée nationale suite à mon fameux DESS, je sais que c'est un terme que plus personne ne connaît, de vie parlementaire. Et j'en gardais pas un souvenir particulièrement ému. Voilà. Mais le fait est que j'ai toujours eu effectivement le goût pour la chose publique et pour le débat. D'un point de vue idéologique, je ne me retrouvais pas dans l'offre politique telle qu'elle était proposée depuis longtemps. Je n'étais pas complètement satisfaite, pleinement comblée, on va dire. Que par ailleurs, dans ma vie de consultante, j'ai pu voir, comme je travaillais en lien avec les institutions, des postures idéologiques de la part des institutions qui bloquaient en fait l'avancement de certains projets, qu'il s'agisse de la santé, par exemple, où j'ai vu des problématiques très ancrées en raison de postures idéologiques, où je me disais véritablement que ces postures-là entraînaient des blocages, non seulement dans la société, mais également dans un certain nombre de secteurs, y compris secteurs pour le bien-être et l'intérêt général. Et donc, en effet, en 2017, je suis députée de l'Essonne de la majorité, du groupe Renaissance. Et donc, quand Emmanuel Macron a présenté son nouveau parti politique, il m'a semblé que cette offre-là matchait avec ce que moi, je recherchais depuis un certain nombre d'années. Et donc, je me suis engagée. C'était donc engagée tout simplement dans le mouvement comme militante, comme militante, ouais. Voilà, exactement. Et puis dans l'Essonne, le contexte politique local a fait que je me suis dit qu'il y avait de la place, que je connaissais ce territoire, que je l'aimais beaucoup, que je voulais défendre les habitants, que je voulais défendre le territoire, et que je considérais que jusqu'à présent
sur certaines problématiques, les choses n'avaient pas été à la hauteur. Et donc, je me suis dit, si j'y allais. Allez, je me lance. Voilà. Et là, donc j'en ai parlé effectivement à mon entourage. Tout le monde m'a dit, ça va pas la tête. Voilà, tout le monde, ça va pas la tête. C'est pas possible, tu vas te faire écraser. Voilà, ma famille proche me dit, mais tu vas te faire écraser. Tout le monde était extrêmement inquiet. Et puis donc j'ai candidaté. À l'époque, on envoyait un CV, une lettre de motivation. Certains sont là pour en témoigner. Et puis un entretien, vraiment comme dans une entreprise en fait. Et donc une bouteille à la mer pour moi. Et j'ai appris que j'ai été sélectionnée quand j'étais en réunion avec un client par la presse. Voilà, par les réseaux. Je me rappelle très bien, j'étais en réunion, je sais exactement sur quoi je travaillais, les biosimilaires, voilà, pour être très exact. Et donc là, je reçois un message, on me dit, voilà, tu es investi. Et donc j'avais mon Facebook perso, les photos de mes enfants, les vacances, tout. Voilà. Donc le nettoyage public. Donc le nettoyage public avec le client, vite. Tout le monde m'a aidé à nettoyer tous les réseaux. Et puis voilà, et là c'était parti. J'avais juste fixé une condition. J'avais juste dit organiser ma vie familiale, parce que je savais que ce serait une aventure de dingue. Et donc j'avais juste prévu, parce que mon conjoint était très pris par ailleurs, que ma maman vienne vivre chez moi pendant un mois. Et donc le soir même, j'ai dit à mon conjoint, en fait ma mère arrive demain, pour un mois. Voilà. Il était content. Donc, il n'était pas très content, mais il n'a pas trop eu le choix. Il avait topé avant, donc il n'avait plus le choix. Et donc tu deviens député, tu es élu et tu décides de t'engager pour les femmes. Est-ce que tu peux nous parler de cet engagement? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui se passe pour toi à ce moment-là? Alors l'engagement pour les femmes, il ne date pas évidemment de 2017. Je pense que je suis née féministe. J'ai vraiment le souvenir, depuis que je suis toute petite, mais vraiment toute petite, d'adorer les combats de femmes. Voilà, les combats des femmes. Les combats des femmes pour leurs droits. J'ai des livres d'enfants que j'adorais sur les suffragettes, que j'avais lus quand j'étais toute petite. Voilà. Donc j'adorais les figures de femmes très fortes. Vraiment, je les admirais. J'adorais ça. Je trouvais que c'était vraiment intéressant. Et quand j'étais au lycée, donc j'ai fait une section éco. J'ai eu un professeur pendant 3 ans qui nous laissait libres de nos choix, de nos débats, voilà. Bon, donc moi, je portais beaucoup ces sujets. J'ai été témoin également, quand j'étais au lycée, d'une amie qui n'a pas pu retourner au lycée au cours de notre première et qui a été victime d'un mariage forcé. Donc voilà, pas mal de choses qui font que, au fur et à mesure, mon engagement s'est matérialisé donc, au lycée et puis après. Mais j'ai jamais été militante dans une association, mais j'ai toujours été engagée pour les droits des femmes. Et donc, arrivée à l'Assemblée nationale, c'est tout naturellement que je n'avais postulé à rien. J'avais dit, vous me laissez, je vous laisse me mettre dans n'importe quelle commission, je vous laisse libre de faire ce que vous voulez de moi. La seule chose, c'est que je veux être membre de la délégation aux droits des femmes. Et donc, j'en ai été membre et je me suis présentée à la présidence de la délégation aux droits des femmes. Super, on aura l'occasion d'y revenir. On va passer à Marion. Marion Darrieutor. Est-ce que, donc, Marion, tu es CEO d'Arcane, on dit comme ça, d'Arcane Group, également présidente d'Entreprise et Progrès. Et avant qu'on parle un peu plus de ces organisations, on va revenir sur ton parcours. Donc, tu as étudié à la Sorbonne, tu as fait un DESS en communication des entreprises. Ensuite, arrive une brillante carrière en communication dans des grands groupes, jusqu'à être directrice générale du groupe Edelman. Et puis, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie qui va te faire changer d'orientation. Est-ce que tu peux nous raconter ? Oui, effectivement, je dis toujours que j'ai eu une vie avant et après l'entrepreneuriat. Puisqu'en 2008, je décide de devenir entrepreneur. Et de façon... j'en parle souvent parce que j'ai beaucoup réfléchi à la façon dont les femmes deviennent entrepreneurs,
ou alors elle n'ose pas prendre le risque. En fait, moi, mon déclic, c'est que mon mari est tombé gravement malade. Il a eu une très grosse leucémie, il s'en est sorti. Mais du coup, cette épreuve, qui était une épreuve personnelle, maintenant il va bien, m'a fait dire qu'il fallait vivre sa vie et il ne fallait pas oublier ses rêves. Et moi, j'avais toujours voulu être entrepreneur, mais je n'avais jamais eu le courage, parce qu'il faut quand même un peu de courage. Mais cette épreuve personnelle m'a fait dire que finalement, il y avait une urgence à vivre, il y avait une urgence à vivre ses rêves, et qu'il fallait prendre des risques et que ce n'était pas très grave. Mais j'en parle très ouvertement parce que souvent, je me suis rendu compte que chez les femmes entrepreneurs, parfois, il y a un moment de bascule. Ça peut être une épreuve, un divorce, une maladie. Et je pense qu'il ne faut pas attendre d'avoir une épreuve personnelle pour devenir entrepreneur. Il n'y a pas de raison. Et du coup, souvent, je dis aux jeunes filles qui sont encore sur les bancs de l'école à 18-20 ans de dire il y a le salariat, c'est bien, mais il y a le salariat ou l'entrepreneuriat. Et donc, voilà. Et donc, moi, j'ai vraiment eu un avant et un après dans ma vie entrepreneur. Je dis souvent que l'entrepreneuriat, c'est peut-être la décision qui m'a permis d'essayer de briser mon plafond de verre, pardon, parce que sans ça, je serais peut-être restée engluée dans mes choses à moi. Et comment tu as eu le courage finalement de te lancer? C'est donc il y a la maladie de ton mari, et comment tu te dis maintenant, il faut y aller? Il y a ce sentiment d'urgence à vivre sa vie et à y aller. Donc ça, je pense que c'est l'épreuve personnelle. Et puis, il y a aussi autre chose qui est cette envie fondamentale de liberté. Ce n'est pas un ressort que tout le monde a. Chez moi, il est extrêmement présent, teinté d'un peu de rébellion quand même. Donc ça fait un cocktail un peu compliqué. Pour mes parents, en tout cas, ça l'était. Qui se reconnaît? Et voilà. Et donc, dans cette envie de liberté, il y a quelque chose qui me tient à cœur, et que je vois aussi souvent chez les femmes, c'est que, en fait, moi, on a toujours essayé de me mettre dans des cases. C'est-à-dire les patrons, déjà mes parents, voilà, maintenant on en a beaucoup parlé, donc tout va bien, mais c'est vrai que quand j'étais petite, ma mère, quand on se baladait avec mon frère, et qu'il y avait par exemple de l'eau et des flaques d'eau, elle disait à mon frère, vas-y, saute, et moi, elle me prenait par la main, elle me disait, contourne la flaque. Et donc, je lui ai dit, tu vois, tu aurais dû me dire, saute les flaques. Voilà, donc c'est tout bête, mais je me souvenais toujours de ça, avec une espèce de programmation mentale qui, en fait, finalement, peut-être me retenait un peu dans mon envie de liberté et d'audace. Il y a eu ensuite des patrons qui m'ont parfois emprisonnée, et je le dis tel que, avec des remarques qui parfois... on ne se rend pas compte, mais elles sont là. Donc, j'en cite une qui est que j'avais un patron, j'ai les cheveux assez frisés, comme d'autres dans la salle d'ailleurs, et il me disait tu vas quand même pas venir, quand je les lâchais, tu vas quand même pas venir en réunion comme ça, voulant dire avec tes cheveux frisés, on dirait que tu sors de la plage au Brésil. Et en fait, pendant des années, je me suis lissé les cheveux, je me suis attaché les cheveux. Et en fait, voilà. Donc, quand je suis devenue entrepreneur, j'ai arrêté de me lisser les cheveux et de faire des jolis brushings. Et du coup, en fait, il y avait cette programmation toujours et toujours. Et aussi, un truc lié à ma personnalité, c'est que je suis plutôt un peu en mode hyperactive, un peu rebelle. Donc, voilà. Et du coup, je me disais, mais pourquoi on veut toujours me mettre dans des cases? Parce que la case que toi, tu me renvoies, mais en fait, j'en ai pas envie. Et donc, il y a eu cette envie de construire ma propre case et d'aller chercher la liberté qu'on ne me donnait pas forcément, alors que je pensais naïvement qu'on me la donnerait. Mais non, en fait, il fallait que j'aille la chercher. Voilà, donc il y a ce moteur qui est ce moteur de liberté et d'être moi et d'arrêter de répondre aux exigences des autres. Alors, vous verrez, ça sera un fil rouge chez toutes nos intervenantes, être soi-même. Marion, juste tu peux nous dire, donc tu crées l'agence Élan, ensuite Arcane. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elles font Peut-être un mot sur mon métier. Mon métier, c'est ce qu'on appelle la communication corporate. Donc c'est la communication qui vise à promouvoir et protéger la réputation des entreprises et des dirigeants.
Et donc pendant des années, j'ai fait ce métier de consulting en communication corporate. Et aujourd'hui, donc j'ai créé une première entreprise en 2008, en pleine crise financière de Lehman Brothers. Mais ça nous a plutôt porté chance. Et puis j'ai recommencé en janvier 2021, en pleine crise du Covid. Tout simplement parce que l'époque dans laquelle nous vivons, et notamment cette crise Covid, je me suis dit que les dirigeants que j'accompagnais, parce que dans mon job, il y a pas mal d'accompagnement de dirigeants, en fait, les dirigeants, ils doivent parfois réinventer ce qu'est le leadership. Je suis en train d'ailleurs d'écrire un bouquin là-dessus, je suis en train de le finir, sur finalement les nouveaux codes du leadership. Parce que être leader aujourd'hui, c'est pas être leader tel qu'on l'était avant. Et c'est pour ça que Arcane, notre métier, c'est l'influence des dirigeants, parce que c'est ce que je fais depuis des années, mais on réfléchit beaucoup à la gouvernance des entreprises. Parce qu'aujourd'hui, un leader, il ne doit pas que diriger avec son PNL, il doit gouverner avec la société dans laquelle il opère et laquelle il vit, avec des parties prenantes, avec la société avec un grand S. Et je me suis rendu compte que pour des dirigeants, c'est pas facile. On a tous été programmés, on a tous lu les petits manuels de la Harvard Business Review ou les programmes HEC. Je suis pas certaine qu'aujourd'hui, en tout cas les dirigeants que j'accompagne, ils me disent j'ai été programmé, mais il faut peut-être me déprogrammer ou m'emmener ailleurs. Et du coup, je me rends compte à quel point parfois ils se sentent seuls, parfois ils n'ont pas le mode d'emploi, parfois ils ne savent pas discuter avec un activiste ou travailler avec une femme politique différemment, ou quand on parle de stratégie, de co-construire une stratégie avec des parties prenantes et pas juste en chambre avec son cabinet de conseil. Et donc, en fait, je me suis rendu compte que tout était en train de changer. Donc, Arcane est né de cette urgence de se dire il y a une autre façon de gouverner, que ça soit pour un dirigeant politique ou un dirigeant d'entreprise. Et donc, cette façon de gouverner, il faut qu'on accompagne, et donc avec des nouveaux codes de leadership qu'il faut réécrire. Donc ça, c'est mon métier de consultante, et chez Entreprises et Progrès, qui est un think tank qui existe depuis 50 ans. Je le mentionne parce que tout le monde... on a l'impression que tout le monde a découvert le bien commun, l'intérêt général, l'impact, là. Voilà. C'est super, parce qu'on est plus fort, on est plus nombreux. Mais je tiens à dire qu'Entreprises et Progrès était là il y a 50 ans et que nos pères fondateurs, Antoine Riboud et François Dalle, ont une super idée qui était de dire on ne croit pas qu'à la performance économique, on croit aussi à la performance humaine et à l'alliance des deux. Et donc moi, je fais vivre ce mandat et je suis très fière. Et donc on essaye, on est un club de dirigeants activistes, on se serre les coudes parce que parfois c'est pas facile, notamment quand le business reprend le dessus et les ROI et tout ça. Donc on défend en fait tout ce champ du bien commun. Voilà. Super, merci Marion. Loubna, on reste dans le monde de l'entrepreneuriat avec Loubna Xibi, qui est cofondatrice de Meet My Mama. Alors Loubna, le résumé de ton CV très rapidement, tu viens de Lorraine. Alors, je tiens à préciser parce qu'on a quand même des provinciales d'origine autour de la table. Donc on a le Tarn, le Cantal, j'ai lu, l'Ardèche. Marion, je ne sais pas. La Bourgogne, ok. Vive la province. Donc Loubna, tu viens de Lorraine, tu fais des études, tu fais l'Institut des Mines Télécom, ensuite Paris-Dauphine, avec un master en innovation. Et puis, après divers stages, tu commences ta carrière chez IBM en intelligence artificielle. Donc on pourrait dire peut-être rien à voir avec ce que tu fais aujourd'hui. Et puis, un jour, tu décides de te lancer dans l'entrepreneuriat en créant Meet My Mama. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ? Oui, bonjour à tous, toutes. Et déjà, merci beaucoup parce que vous avez toutes et tous un sourire hyper bienveillant et c'est hyper agréable. Je me sens hyper à l'aise. Donc, merci beaucoup. J'en ai fait pas mal des scènes, mais là, c'est particulièrement bienveillant. Donc oui, j'ai cofondé Meet My Mama pendant mes études. Donc j'ai rencontré mon associé Donia quand on était en stage chez PwC. Et à ce moment-là, c'était l'arrivée notamment des réfugiés de Syrie. Et c'est là où j'ai eu peut-être aussi ce sentiment d'urgence de se dire il faut faire quelque chose pour ces femmes qui arrivent, pour leur permettre de s'insérer dans la société, notamment par le travail et le biais économique. Et donc on est parti de cette idée, on ne savait pas encore ce qu'elle allait devenir, mais on a décidé de se lancer malgré notre âge, malgré nos études, malgré notre stage. On s'est lancé donc on a créé Mama Cooking et sur le chemin on a rencontré mon associé
et maintenant mon mari aussi, qui avait créé Mama's Kitchen. Donc parlez à vos concurrents, qui avaient donc exactement Ils ont fusionné littéralement avec les concurrents. C'est ça. C'est une technique. C'est une technique qu'on ne connaissait pas, la séduction du concurrent. Dans les conseils, on le mettra. On l'a pas émis ça. Et donc on avait voilà donc les mêmes projets et surtout les mêmes valeurs, les mêmes ambitions et les mêmes visions à court, moyen, long terme. Et donc on a décidé de créer Meet My Mama. Et donc l'entrepreneuriat, c'était pas tout à fait nouveau pour toi. Raconte-nous un peu. Tu nous as parlé de Startup Weekend. Qu'est-ce que tu faisais quand tu étais étudiante ? C'était pas nouveau pour moi dans le sens où ça m'a toujours fascinée quand j'ai découvert l'entrepreneuriat. Parce qu'à la base, je voulais faire médecine. D'ailleurs, j'ai fait 1 an de médecine. Parce que ce que je voulais, c'était aider les autres, créer des hôpitaux en Afrique. Enfin, en Lorraine, c'est vrai qu'on ne nous parlait pas encore beaucoup d'entrepreneuriat, de social business. Enfin, ça n'existait pas vraiment. Et quand j'ai découvert qu'on pouvait avoir un impact dans le monde grâce au biais économique, parce que je trouve que les entreprises aujourd'hui ont un véritable impact sur nos vies et le relier à l'impact social, pour moi, ça a été une découverte incroyable. Je me suis dit, c'est exactement ça que je veux faire. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat. Dès les premières années d'études. Et donc, je participais à énormément. Je pense que quand je suis arrivée à Paris, d'ailleurs en Essonne, c'était un peu Disney pour moi parce qu'il y avait énormément de conférences et j'étais toute excitée parce qu'on n'avait pas ça en Lorraine. Et je pense que j'allais à absolument tous les événements, toutes les conférences. Et j'allais parler à tout le monde, à tous les entrepreneurs. Et donc, j'avais commencé à me faire un petit réseau. Et jusqu'à moi-même monter des initiatives comme des Startup Weekend. Donc, c'est des événements où l'idée, c'est de monter sa startup en un week-end. Enfin, c'est surtout pour, du coup, travailler son état d'esprit entrepreneurial. Et on le faisait. On a fait un Startup Weekend à Dauphine. On a fait un Startup Weekend pour les réfugiés. On a fait un Startup Weekend banlieue. J'ai monté aussi d'autres assos au sein de mon école. Et du coup, ça m'a entraînée, je pense, à être entrepreneur. Et du coup, la transition était assez évidente pour la suite. Ce que Loubna ne vous dit pas, c'est que pour son Startup Weekend banlieue, elle a rempli... J'avoue, on a été un petit peu audacieux. On a demandé le Stade de France et on l'a eu. C'était audacieux. C'est ça. Et vous verrez, on en reparlera. Oser, l'audace, c'est quelque chose qui caractérise beaucoup Loubna, qui ose demander. On va passer dans la deuxième partie, qui est un peu la partie conseil. Alors, vous avez fait connaissance avec nos intervenantes. Elles sont toutes passionnantes. On va peut-être commencer par toi, Frédéric. On a une audience de femmes et d'hommes. C'est quoi tes conseils ? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire à toutes ces femmes et à tous ces hommes, ces quelques hommes ? Alors, c'est un peu présomptueux de donner des conseils, mais en tout cas, j'ai des convictions. Je ne sais pas si c'est des conseils. Dont un sujet que Marion a abordé. Moi, je pense que ce qui permet de réussir et d'être bon, quelle que soit la manière dont on réussit, c'est d'être soi-même. Et donc, j'ai envie d'inviter toutes celles, parce qu'en fait, c'est pas que féminin, à rejoindre des organisations ou à monter des organisations qui sont complètement en phase avec leurs valeurs, parce que c'est dans ce contexte-là que ce qu'elles sont ou ce qu'ils sont sera valorisé, en fait. Et je pense qu'il ne faut surtout pas se travestir pour se dire « je veux être ça parce que c'est ça, réussir ». Il ne faut pas construire une image artificielle de ce qu'est la réussite et de ce que... En tout cas, ce n'est pas ce que j'ai fait. Alors, ça ne veut pas dire que ça a valeur de référence, mais en revanche, je pense que c'est plus réaliste, en fait, et plus conforme à ce que... l'alignement avec soi-même, c'est absolument essentiel. C'est que comme ça qu'on est capable de donner le meilleur de soi. Et donc, c'est mon premier conseil et probablement celui auquel je tiens le plus. Et moi, j'ai eu la chance de rejoindre une entreprise. Alors, j'étais attirée par cette entreprise-là, et c'était la FNAC en l'occurrence, mais dans laquelle j'ai jamais essayé. Et alors, heureusement, parce que je pense que je suis très très mauvaise à ça, de me mettre dans un costume pour plaire ou pour être. C'était une entreprise dans laquelle être moi-même, c'était possible. Alors, ça veut pas dire qu'il y a aucun compromis, ça veut pas dire que je fais que ce que je veux, ça veut pas dire, c'est pas ça du tout. Mais en revanche,
j'avais pas à me travestir, et ça, je pense que c'est vraiment très, très important. Et tu dis quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est pour toi, être une femme n'a jamais été un problème. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors, non pas que je ne reconnaisse pas qu'il y a un sujet, parce que non seulement je le reconnais, mais j'ai beaucoup cherché à lutter contre. Mais moi, je viens d'une famille de 3 filles, je suis la dernière. Je pense que, je sais pas, on n'a jamais considéré que ça allait m'empêcher de quoi que ce soit. Mais alors, mes parents m'ont jamais mis dans une case, ils m'ont jamais dit, en tout cas pas dans celle-là. Et on n'a jamais considéré cela comme étant un sujet. Donc moi, j'ai jamais considéré cela comme étant un sujet. Après, bien sûr que j'ai été dans des situations dans lesquelles j'ai vu, notamment des réunions au plus haut niveau, où les hommes prennent la parole par-dessus votre voix, assez naturellement. Vous êtes en train de parler, soudain. C'est étonnant quand même. Bon, c'est mal poli, c'est juste mal poli. Mais en vrai, c'est juste mal poli. Vous ne le faites pas avec personne. Mais ça arrive assez souvent. Et sinon, en fait, moi, la diversité, la parité dans le groupe, c'est quelque chose d'important. Donc, j'ai croisé des hommes qui avaient plutôt envie de travailler avec des femmes, qui étaient plutôt en ligne avec ces valeurs-là aussi. Et donc, ça, je ne crois pas que ça m'ait réellement empêché. Après, il y a probablement des choses que je ne vois pas. Puis je suis un peu un rouleau compresseur. Et puis moi aussi, je suis un peu rebelle. Donc, quand on ne veut pas me laisser faire ce que je veux, je me laisse pas tout à fait faire. Et voilà. Mais non, en fait, j'ai jamais, en tout cas, considéré que mon sujet, c'était celui-là. Et tu parles aussi de l'importance de bien s'entourer. Est-ce que tu peux nous dire, parce que tu as 3 enfants... Oui, alors après, on vous dit femme, dirigeante et mère de famille, blablabla. Bla, bla, bla. Vous remarquerez qu'il y a un paquet de femmes dirigeantes qui ont 4 enfants, mais beaucoup. C'est souvent le cas. Hein. Donc, en fait, je pense que c'est aussi être dirigeant, c'est ce que je disais tout à l'heure, le leadership, mais de manière générale, c'est beaucoup de l'énergie. C'est cette capacité à... Bon, quand on a beaucoup d'énergie, il faut bien s'occuper, donc avoir 3 enfants, c'est bien. Et après, ouais, il faut être bien entouré, mais c'est vrai de la vie de manière générale, il faut être bien entouré. Moi, quand j'ai commencé à avoir un job à responsabilité où j'avais un agenda de malade, c'est bien d'avoir quelqu'un qui vous aide, qui vous assiste, et en qui vous avez confiance, qui comprend, à qui vous pouvez parler librement. C'est absolument clé pour vous permettre de structurer vos journées. Et c'est vrai au bureau et c'est vrai à la maison aussi. C'est quelqu'un avec qui on peut partager, échanger, structurer, organiser. Donc oui, il faut bien s'entourer. Et puis c'est vrai de son équipe aussi. Hein. On n'est pas bon tout seul. Hein. Une bonne équipe et un bon conjoint, si on résume. Marie-Pierre, j'ai 2 questions pour toi. Est-ce que dans le monde politique, le fait d'être une femme a été... Est-ce que tu as vu des barrières au fait d'être une femme ou pas du tout ? Est-ce que tu en as fait une force ? Comment ça s'est passé pour toi ? Alors je dois d'abord dire que je me retrouve absolument dans toutes les interventions de nos... des jeunes, des femmes qui sont présentes ici également. Et donc moi, effectivement, de la même manière, moi, j'ai jamais été élevée dans l'idée qu'être une fille était un sujet, ni une adolescente. Je veux dire, je pense que j'avais des parents qui devaient avoir extrêmement confiance dans la société et qui ne m'ont jamais mis en garde. Ça n'a jamais été un problème que je sois une fille. Et pourtant, je viens en effet d'une famille de paysans, du Cantal. Donc voilà, mais j'ai été élevée ainsi. Et donc, je pense qu'en fait, les barrières, je ne les vois pas. La réalité, c'est que les barrières, je ne les vois pas. Et donc, je pense que j'ai dû être confrontée à des situations peut-être où on me mettait une barrière, mais que je ne la voyais pas. Donc il n'y en avait pas. Du coup, il n'y en a pas. Voilà, la question ne se pose pas, en fait. C'est bien résumé. Mais je pense que parfois, pour celles qui voient la barrière, il faut laisser croire à son interlocuteur qu'on ne la voit pas. Joli conseil. Petit conseil. Une conseil sur le rôle des hommes. On a besoin d'eux, on a besoin de tout le monde. Quel rôle doivent jouer les hommes pour faire progresser les femmes ? Alors, je ne pense pas que les femmes aient besoin des hommes pour progresser. Ok, ça, c'est bien dit. Je suis absolument convaincue. Je pense qu'elles savent se débrouiller toutes seules.
et qu'elles peuvent. Voilà, je ne pense pas qu'elles aient besoin des hommes pour progresser. En revanche, ce dont je suis absolument convaincue, c'est que faire davantage de place aux femmes, faire en sorte que chacune soit libre, faire en sorte que chacune puisse être autonome, indépendante, libre de ses choix, égale sur le plan économique, des sujets économiques à part entière, une citoyenne de plein droit, ça n'enlève rien aux hommes. Au contraire, ça va enrichir la société, ça va enrichir l'économie, si on parle par exemple des entreprises, ça va enrichir les entreprises, l'économie, ça va enrichir notre société, ça va l'équilibrer. Et chacun, moi je suis maman de 2 garçons, et c'est vraiment une conviction profonde. Je suis absolument convaincue que travailler sur les droits des femmes et la place des femmes dans la société, c'est faire en sorte que la société soit meilleure. Dans les années 70, on parle beaucoup de la Suède. Je le dis parce que je parle souvent de cet exemple, parce que je pense vraiment qu'il est important. On parle souvent des pays du Nord, l'égalité femmes-hommes, etc. Et en fait, dans les années, il ne faut pas s'imaginer que les Suédois, d'un coup, se sont dit « nous sommes féministes ». Ça n'arrive pas comme ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 70, la Suède a été confrontée à un gros problème démographique de telle ampleur que l'économie du pays était véritablement en danger, et notamment en matière de main-d'œuvre. Et donc, la seule ressource que les entreprises, les chantiers, les usines avaient, c'était les femmes, qui, pour une grande partie d'entre elles, n'étaient pas encore sur le marché de l'emploi. Et donc, les politiques de l'époque se sont dit, bon, il va falloir faire en sorte que les femmes intègrent le marché de l'emploi, et notamment des chantiers, des usines, des secteurs que l'on nomme souvent à dominante masculine. Et donc, Olof Palme, le Premier ministre de l'époque, a tenu un discours à New York, qui est un discours absolument génial, et qui s'appelle « Émanciper l'homme », où il explique que pour émanciper les femmes, il faut émanciper les hommes d'abord. Et finalement, c'est vrai pour tout le monde. On parlait d'assignation tout à l'heure, mais évidemment que quand on permet aux femmes d'être elles-mêmes, on permet aussi aux hommes d'être eux-mêmes. Est-ce que tous les hommes ont envie d'être ce pater familias qui rentre le soir, qui enlève ses chaussures, qui s'installe dans son fauteuil et qui ouvre le journal? Je ne suis pas certaine. C'est plus trop le cas, on se rassure. Voilà. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, les jeunes générations, les hommes, ont aussi envie d'avoir du temps pour eux, pour leur vie familiale ou pas, parce que tout le monde n'est pas obligé d'avoir non plus des enfants, mais d'avoir du temps pour eux, d'avoir du temps pour aller faire du sport, d'avoir du temps pour s'investir dans leur vie politique. Regardez, il y a de plus en plus d'hommes qui nous écoutent, et ils ont bien raison, parce qu'on est en train de parler d'eux. Et donc parler de l'égalité femmes-hommes, c'est parler également de la liberté que l'on va également octroyer aux hommes d'être eux-mêmes libres et entiers de leurs choix et de leur identité. Merci. Loubna. Loubna, il y a plein de sujets que j'aimerais évoquer avec toi, mais il y en a un qui m'a particulièrement marqué quand on a échangé ensemble sur les rôles modèles. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est qui tes rôles modèles et qu'est-ce que tu penses du sujet? Sur le sujet des rôles modèles, j'ai plusieurs convictions, on va dire. C'est parfois commencer. Il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué un jour, c'est quand j'ai fait une interview pour un média où on m'a posé la question de qui était mon rôle modèle. Je ne sais plus qui j'avais dit à l'époque, mais je pense que c'était un homme blanc. Et la journaliste était hyper étonnée. Elle m'a dit « Non, mais un rôle modèle qui vous ressemble ?» Je fais « Bah, pourquoi ?» Et cette question, elle m'avait vraiment étonnée. Et entre-temps, c'est vrai que j'ai fait pas mal de conférences sur le sujet. Et à chaque fois, on parle des rôles modèles féminins. Et on nous dit à chaque fois, il faut plus de rôles modèles femmes. Et moi, je dis oui, mais je dis pas forcément, en fait. Au contraire, je pense qu'on devrait permettre aux jeunes filles de s'émanciper et de se dire j'ai le droit de voir plus loin et de voir au-delà. J'ai le droit d'avoir des rôles modèles femmes, oui, mais aussi des rôles modèles hommes, des rôles modèles qui me ressemblent pas forcément. Et je pense que si on laisse cette liberté aux jeunes filles
de se dire que ton rôle modèle peut être un homme blanc, peut être une femme noire, peut être j'en sais rien, ça ouvre plus de perspectives. Parce que du coup, on attend d'avoir des rôles modèles femmes. Enfin, c'était beaucoup le cas, par exemple, dans le numérique, où on dit qu'il faut plus de femmes dans le numérique, comme ça, il y aura plus de jeunes filles dans le numérique. Mais moi, je pense que pas forcément. Je pense que oui, il en faut forcément, mais il faut aussi se dire qu'on a le droit d'avoir des rôles modèles autres, différents, et au contraire, ça nous amène à des secteurs différents, ça nous emmène à des positions différentes, et surtout, ça nous évite d'attendre qu'il y ait des rôles modèles qui nous ressemblent. Donc moi, je pense que c'est hyper important, et je me souviendrai toujours de ce que me disait mon père. Il nous montrait à chaque fois le voisin du doigt, et il nous disait, mais si le voisin a réussi, tu peux réussir. Et ce voisin, c'était un homme blanc. Et à ce moment-là, je ne voyais pas en effet les barrières. Et je me disais, mais c'est vrai, s'il a réussi, c'est un être humain, je suis un être humain, je peux réussir aussi. Et donc, pour moi, c'était évident que si quelqu'un avait déjà réussi, je pouvais réussir aussi. Et donc ça, c'est ma première conviction. Et la deuxième, qui rejoint d'ailleurs celle-ci, il y a une deuxième chose que je ne comprends pas, c'est qu'à chaque fois, quand on demande à un homme qui est son rôle modèle, du coup, il cite toujours un homme. Et moi, je rêverais qu'un homme, et notamment un homme blanc, me dise « j'ai comme rôle modèle… » C'est Lumna. Bah non. Non, mais pourquoi pas? Parce que du coup, ça empêche aussi les hommes de voir les femmes à leur juste valeur, sur un piédestal, etc. Et il n'y a aucune raison qui fait qu'un homme n'aurait pas comme rôle modèle une femme, quelqu'un de la diversité, etc. Donc voilà, pour moi, c'était hyper important de le rappeler. Et la troisième chose aussi, c'est qu'on peut avoir des rôles modèles, c'est bien, mais je trouve que ça a aussi empêché certaines femmes justement d'être soi-même, en voulant copier, en voulant essayer de ressembler à ce rôle modèle-là. Et du coup, je pense que c'est hyper important d'avoir des rôles modèles, mais c'est aussi hyper important d'avoir soi-même en rôle modèle et de rester soi-même. Sinon, on se perd. Sinon, on se perd déjà parce qu'on peut être déçu de son rôle modèle, on peut changer de rôle modèle, et en fait, c'est hyper important de s'écouter aussi, de s'inspirer, mais de s'écouter aussi. Et quelques mots sur l'audace. Je me souviens d'une conversation dans un dîner où tu me racontais une anecdote. Tu venais d'arriver chez IBM et on t'explique, alors chez IBM, c'est bien d'avoir un mentor. Et toi, petite Lumna, un peu plus jeune à l'époque, tu vas voir le DG d'IBM et tu lui demandes s'il veut être ton mentor. Bah oui, parce que pourquoi pas. Pourquoi pas? Parce que je pense que c'est... on m'a demandé d'avoir un mentor. Je sais pas. Ça m'a paru hyper évident et encore là, j'ai pas d'explication. J'avais envie d'avoir un mentor qui... je sais pas en fait. Pour moi, c'était très logique et ça l'est encore très logique. Oser. Je pense que je savais que je voulais être entrepreneur et donc je voulais avoir comme mentor un dirigeant pour justement comprendre qu'est-ce que ça voulait dire de diriger, qu'est-ce que ça voulait dire de comprendre aussi tout l'univers des dirigeants, les RH, les finances, l'opérationnel, le stratégique, etc. Et pour moi, du coup, cette personne-là était la personne qui avait mes réponses. Donc je me suis dit, il faut que je tente. J'ai rien à perdre. Au pire, il me dit non. Et il m'a pas dit non. Il a été super ravi d'ailleurs de la proposition, puisqu'il a aussi trouvé un intérêt. Et du coup, il m'envoyait en mission pour aller comprendre comment recruter des jeunes, comment attirer des jeunes chez IBM. Il m'a fait faire plein de missions, il en a profité. Mais du coup, c'était des échanges hyper intéressants. Et je pense que j'ai osé parce que je suis très FOMO. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, c'est Fear of Missing Opportunities. J'ai plus peur de louper cette opportunité que de me prendre un vent. Et du coup, je préfère essayer et qu'on me dise non, plutôt que de me dire, imagine s'il m'avait dit oui, qu'est-ce qui se serait passé? Et du coup, à chaque fois, quand je vois quelqu'un ou quand je vois une opportunité, je me projette tellement dans ce qui pourrait arriver de bien, et du coup, ça me donne tellement envie que ça se réalise, que je me dis, il faut absolument que j'essaye,
parce que sinon je vais passer à côté de quelque chose, je vais louper quelque chose. Et donc ça prend vraiment le dessus sur cette peur. Donc osons. Ensuite, Marion, tu vas bientôt sortir un livre qui s'intitule Le nouveau leadership, c'est ça? À peu près. À peu près, sur on n'est ce pas thème-là. encore. Tu m'as dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué. L'époque est aux valeurs féminines. Non pas aux femmes, aux valeurs féminines. Est-ce que tu peux nous parler de ce nouveau leadership et qu'est-ce que ça signifie? Oui, effectivement, c'est ce que je ressens très fortement, c'est que l'incarnation du leadership est en train de changer. On est encore dans des modèles de leadership très masculins, guerriers, top-down. Alors, je ne veux pas le caricaturer, parce que ce n'est pas forcément que des hommes qui sont comme ça peut être aussi des femmes. Et ce que je constate, c'est qu'il y a l'émergence des valeurs féminines qui peuvent être incarnées par des femmes, mais aussi par des hommes. Et je me rends compte que les hommes travaillent aussi beaucoup à cette incarnation d'un nouveau leadership avec des valeurs qui sont effectivement les valeurs de notre époque, sur de la rondeur, de l'écoute, une forme de bienveillance, une position basse et pas que haute. Donc voilà. Donc ce que je veux dire par là, c'est que je trouve qu'il y a des choses qui sont en train de changer dans la prise de conscience, sans doute aidées par des lois. Il faut forcer un peu les choses, mais ça force la réflexion. En tout cas, moi, sur les dirigeants que j'accompagne, je vois beaucoup d'hommes qui se réinterrogent sur les codes un peu old school versus les nouveaux codes, et c'est une bonne chose, même si parfois, leur logiciel, il est tellement programmé que le hardware, il est là, donc il faut un peu changer. Et je vois aussi des femmes qui ont singé les hommes parce qu'elles n'avaient pas toujours d'autres modèles et qu'elles se disent « Merde, il faut que je me reprogramme ». Donc la bonne nouvelle, c'est que voilà, je trouve qu'on est dans un équilibre un peu plus fort. Et c'est quoi tes conseils aux femmes? Je sais que tu en as plusieurs et qui sont très bons. Est-ce que tu pourrais nous en donner quelques-uns? Alors, non, déjà, il y a une première chose, c'est en vous écoutant toutes les trois, je me dis, vous ne les voyez pas, les barrières. Et du coup, je me dis, merde, parce que moi, je les vois tout le temps. Donc, en fait, bien fait de venir, je me dis, qu'est-ce que j'ai raté? En même temps, j'arrive au même résultat que vous, qui est de dire, faut quand même avancer. Mais du coup, le fait de les voir, les barrières, ça me prend peut-être plus d'énergie ou... le chemin est peut-être un peu plus long et tortueux. Et du coup, ça m'a beaucoup amené à réfléchir aux verrous qu'on se met à notre image. C'est super, c'est à s'accepter comme on est. Et en fait, moi, mon chemin, parce que je les vois trop, ces barrières, ça a été de travailler sur ce plafond de verre et de déverrouiller plein de petits trucs. Et c'est pas facile parce qu'en plus, j'ai constaté que les plafonds de verre, on peut en avoir un à un moment donné, puis un autre qui déboule 10 ans plus tard. Et donc, en fait, il y a des plafonds de verre au pluriel. Ce que je veux dire par là, c'est que vous n'avez peut-être pas toute la chance d'avoir votre histoire à vous, en ne voyant pas ces limites, mais que si vous en voyez, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez les briser, ces limites, et déverrouiller ces chaînes qui parfois nous emprisonnent. Et donc, mon premier conseil, c'est de travailler ce rapport à notre image. Parce qu'est-ce qu'on peut se prendre la tête de temps en temps sur qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'ils vont penser les gens. Voilà. Et c'est super dur parce qu'on se dit forcément qu'est-ce que vous êtes en train de penser de ce qu'on est en train de vous dire et comment vous allez me juger. Voilà. Donc ça, c'est le premier conseil. En fait, ça se bosse et parfois, il faut l'accepter de le travailler. Le deuxième conseil, c'est finalement de travailler ses réseaux. Pourquoi je dis ça? Alors, pas parce que je suis une femme qui travaille l'influence des dirigeants et que j'anime un think tank où on vient travailler ces réseaux, mais tout simplement parce que je me rends compte à quel point les femmes, parfois, ne travaillent pas leur réseau. Et elles ne travaillent pas leur réseau et à 50 ans, elles me disent parfois « Ah bah tiens, je ne comprends pas, le mec, il a eu le job à poste équivalent, pourquoi? Parce qu'il avait plus de réseau que toi et qu'il l'avait plus travaillé. » Parce qu'effectivement, à compétence égale, à un moment donné sur certains jobs, en fait, on choisit les gens qui ont le plus des réseaux. Ça peut être une femme, mais c'est parfois un homme. Et travailler ces réseaux, mesdames, c'est pas forcément aller au club de l'automobile ou dans les dîners en ville et des trucs comme ça. Il y a un truc qui s'appelle les réseaux sociaux.
Et en fait, c'est formidable parce que vous pouvez le faire quand les enfants sont couchés. Allez sur LinkedIn, allez sur Twitter, interpeller les gens. Moi, il y a plein de gens que je ne connais pas dans la vraie vie, mais c'est mes amis de Twitter. Et en fait, on a des conversations. Et pourquoi c'est intéressant les réseaux? Parce que déjà, c'est important de travailler à votre influence, de travailler à l'influence de vos idées. Vous pouvez prendre un combat, parce que souvent on me dit « ouais, j'ose pas me mettre en avant dans les réseaux et tout ». En fait, on s'en fout. On a tous des combats, on a tous des causes, et les réseaux, c'est juste un truc formidable pour véhiculer son combat. Et voilà. Et dernier point, sur les réseaux, c'est pas que parisien. Il y a aussi des réseaux en local, et il y a des réseaux hyper puissants et qui vous portent. Et il y a un truc, c'est que les réseaux, ça nous fait grandir, ça nous fait apprendre, et ça nous fait dire que les choses, elles sont possibles, parce que vous rencontrez plein de gens qui vous apportent aussi ce témoignage-là. Merci beaucoup. Et pour finir, parce que le temps presse et on pourrait rester des heures à discuter, en tout cas moi je suis passionnée par cet échange. Marie-Pierre, grâce à toi, donc grâce à la loi Rixain, les choses sont en train de bouger. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce qu'elle dit, cette loi pour les femmes, et en quoi ça fait bouger les entreprises? Alors, on a beaucoup parlé de cette loi, évidemment, autour de l'article 14, l'article Comex-Codir. Mais cette loi, je l'ai vraiment pensée en pensant à toutes les femmes. À toutes les femmes, quel que soit leur âge, qu'elles aient des enfants ou non, qu'elles aient fait des études ou non, quel que soit le secteur d'activité dans lequel elles travaillent d'ailleurs ou non. Avec les données que tu as citées tout à l'heure, qui sont en effet ces inégalités économiques. On aurait pu rajouter les 42% d'inégalités au moment de la retraite. On aurait pu rajouter également les 20% à peu près de différences qui sont données aux enfants, filles, garçons, en matière d'argent de poche. On aurait pu en rajouter encore beaucoup d'autres. Donc tout au long en fait, de la vie des filles, garçons, femmes, hommes, il y a des inégalités économiques. Pourquoi ? Mon point de vue, c'est que l'argent des femmes est encore considéré comme un argent de poche et un argent d'appoint. Donc il faut que les femmes soient considérées comme des sujets économiques à part entière. On a conquis nos droits politiques, nous avons conquis nos droits sexuels et reproductifs. Il faut aujourd'hui que nous arrivions à conquérir pleinement nos droits économiques, qu'il s'agisse de revenus, de retraite, de fiscalité ou bien d'accès à l'entrepreneuriat. Donc le point de départ, il est là. C'était une proposition de loi, donc je n'ai pas pu mettre tout ce que je voulais. Voilà, je me suis auto-limitée. Et donc, il y a deux parties dans ce texte. Il s'adresse donc à la fois aux femmes qui peuvent être victimes de violences économiques. Donc, par exemple, aujourd'hui, un revenu du travail ou des allocations individuelles doit être versé obligatoirement sur un compte dont la femme est titulaire ou co-titulaire. Jusqu'à présent, on pouvait aussi verser ton salaire sur le compte de ton mari, par exemple. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. Les femmes qui sont victimes de violences conjugales ont maintenant un droit au compte, c'est-à-dire qu'elles peuvent, quand bien même elles n'aient pas de revenus, ouvrir. La Banque de France est obligée de leur ouvrir un compte pour qu'on puisse leur verser des revenus sur ce compte. On a fait en sorte également que les femmes victimes, en tout cas les femmes en tout cas, qui étaient en situation parfois de monoparentalité, qui avaient des difficultés à faire garder leurs enfants, soient prioritaires pour l'obtention de places en crèche pour qu'elles puissent se former, trouver un emploi, que les femmes qui avaient été éloignées très longtemps de l'emploi puissent avoir des droits à la formation. Donc ça, voilà, il y a plein de choses. Il y a évidemment également le fait d'inciter la BPI à davantage financer les femmes, à faire en sorte que les fonds d'investissement également, il y ait davantage de mixité. Tu as cité le baromètre Sista, donc effectivement de répondre notamment à des attentes de Sista qui étaient totalement légitimes. Et ensuite, en effet, d'agir au cœur de ce fameux plafond de verre dont on parlait, qui peut être en effet personnel, ou un plafond de rêve. J'ai bien aimé aussi l'expression plafond de rêve, je trouve ça très, 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 très intéressant. Mais effectivement, il y a encore ce plafond de verre. Pourquoi ? Parce que la loi Copé-Zimmermann, elle a permis de construire un escalier extérieur. C'est-à-dire qu'en fait, le recrutement dans l'entreprise, c'est un recrutement qui est extérieur, souvent renouvelable, des mandats qui sont renouvelables, 3 ans, etc. Donc, ce n'est pas si difficile de recruter à l'extérieur des femmes. En revanche, ce fameux escalier intérieur, ces fameuses dernières marches, étaient encore difficiles à gravir pour les femmes. Dans l'entreprise, mais pas que. On parle évidemment aussi de la vie politique, c'est la même chose. De manière générale, l'accès des femmes au pouvoir est une difficulté. Et donc, parfois, il faut un coup de pouce. Et ce coup de pouce, ce sont les quotas. On a vu que ça marchait avec la loi Copé-Zimmermann.
Et donc, l'idée, c'était d'aller plus loin et de faire en sorte qu'il y ait des quotas dans les CODIR et les COMEX, mais également dans les cadres dirigeants. Ça, c'était un conseil de Christine Lagarde. Elle a attiré mon attention sur le fait qu'il fallait qu'il y ait de la granularité, que ce ne soit pas uniquement sur le pôle de dirigeantes, mais qu'entre guillemets, ce qu'on appelle le vivier soit également concerné. Donc, 5 étapes. Donc, depuis le 1er septembre, les entreprises doivent publier sur leur propre... Donc, ça concerne les entreprises de plus de 1000 salariés. Les entreprises de plus de 1000 salariés doivent publier sur leur propre outil de communication la répartition femmes-hommes dans leurs instances dirigeantes et parmi les cadres dirigeants. À partir du 1er mars 2023, ce sera sur le ministère du Travail, le site internet du ministère du Travail. Et puis, dans 3 ans, elles devront avoir 30% de femmes dans ces CODIR, ces COMEX et ces instances dirigeantes. Et puis, dans 8 ans, ce sera 40%. Et elles auront 2 ans pour se mettre en ordre de bataille, sinon en effet une amende de l'ordre de 1% de la masse salariale pourrait être infligée à l'entreprise. Et donc ça, c'est une excellente nouvelle, parce que quand les lois arrivent, les choses bougent. En revanche, c'est une mauvaise nouvelle pour vous, c'est que cette session doit se terminer. Je tenais à dire un immense merci à nos 4 intervenantes qui ont été passionnantes, exceptionnelles. Et puis merci à vous, le public.